Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité infligés à Moussa Dadis Camara dans le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Ce jour-là, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry. Au Soudan, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan échappe à une attaque de drones meurtrières sur une base de l'est du pays. Il assistait à une cérémonie de remise de diplôme. L'armée soudanaise fait état de 5 morts. De leur côté, les forces de soutien rapide nient être à l'origine de cette attaque. Enfin, la présidence angolaise annonce un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et le Rwanda. Une trêve qui devrait débuter ce dimanche 4 août à partir de minuit. La France, la Belgique et l'Union européenne ont salué cette initiative. C'est un jour qui fera date dans l'histoire de la Guinée. Un ancien président, Moussa Dadis Camara, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et a écopé d'une condamnation de 20 ans de prison. Après 18 mois de procédure, le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009 est tombé ce mercredi. 7 autres accusés ont également été condamnés à des peines allant jusqu'à la prison à perpétuité. Retour sur cette audience avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Une décision historique pour la justice guinéenne qui, pour la première fois, a jugé un ancien président. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, et Moussa Keboro Camara, ancien secrétaire des services antidrogue, ont été condamnés chacun à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Claude Pivier, ancien ministre de la Sécurité présidentielle en 2009, toujours en cavale depuis novembre dernier, a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Marcel Guilavogui, ancien très proche de Moussa Dadis Camara, a été condamné à 18 ans de prison. Quant à Aboubakar Sidiki Diakité alias Tomba, ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, a lui été condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Parmi les 11 accusés dans ce procès, 4 ont été acquittés. Il s'agit de Cessé Raphaël Abba, Ibrahima Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et Abdoulaye Chérif Diaby. Les associations de victimes se disent soulagées de cette décision. L'audience a été boycottée par les avocats des différentes parties en grève depuis le 16 juillet dernier pour contester contre la disparition de 2 cadres du FNDC. Les différentes parties ont 15 jours pour faire appel. On prend tout de suite la direction de Conakry pour retrouver notre invité Idrissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme et avocat des parties civiles. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. J'imagine que ce verdict est un grand soulagement pour vous. Oui, bonsoir monsieur, c'est effectivement un grand soulagement et pour les victimes aujourd'hui, pour nous qui sommes leurs avocats, pour les organisations également qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand jour et c'est un jour nouveau qui s'est levé. Au-delà du verdict, c'est peut-être la nature des charges retenues qui rend ce procès historique. Je le disais que les charges de crimes contre l'humanité ont été retenues contre 8 accusés. Cette requalification des faits était indispensable à vos yeux ? Oui, elle était indispensable et nous avons souhaité cette requalification depuis l'enquête, devant le juge d'instruction. Nous avons souhaité que la qualification de crime contre l'humanité soit retenue. Malheureusement, elle n'a pas été suivie. Aujourd'hui, nous sommes suivis par cela. Cela montre également que le tribunal a pris la mesure de l'ampleur des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, ce 28 septembre 2009, et également que les victimes qui ont pendant longtemps clamé et indiqué que ces crimes étaient d'une telle gravité qu'il fallait cette qualification-là ont été entendues et c'est une satisfaction pour nous. Et justement, vous parlez des victimes, je le disais, ce jour-là, au moins 156 personnes avaient été tuées, mais également 109 femmes avaient été violées. Avez-vous parlé aux victimes, aux familles de victimes? Quelle a été leur première réaction ? C'est une réaction de soulagement, c'est une réaction de satisfaction, quoique beaucoup de victimes estiment que les faits et les sanctions devaient être plus lourdes, mais déjà c'est un bon pas pour la Guinée qui depuis l'indépendance a connu de graves crimes et qui n'avaient jamais été sanctionnés aujourd'hui. En tout cas, les victimes se sentent soulagées parce qu'ils ont été reconnus dans leur rôle de victimes.
Je voudrais rappeler qu'il y a quelques années, et même pendant ce procès-là, leur qualité de victime leur a été déniée pour le fait que le tribunal ait pu retenir leur qualité de victime, ait pu requalifier. C'est un grand soulagement, une grande satisfaction pour ces victimes. Et c'est l'aboutissement d'un long combat de près de 15 années d'incertitude, de peur et de fois même de découragement qui est aujourd'hui apprécié et sanctionné par cette décision que nous apprécions à sa juste valeur. Vous dites que beaucoup de victimes s'attendaient à un verdict le plus lourd. Vous, en tant qu'avocat des parties civiles, comment vous jugez-vous le verdict qui a été donné par le président du tribunal ? Nous avons déjà, lors de nos plaidoiries, indiqué que nous voulons justice. Nous ne réclamons pas vengeance, de sorte que le tribunal, nous estimons que le tribunal a su apprécier les faits dans leur ampleur, les faits également au regard de la participation ou également au regard de la collaboration des accusés devant le tribunal et pendant le procès, et a su tenir et tirer les conséquences. Cela appartient au tribunal. Nous, en tant qu'avocats, ce que nous avions souhaité, nous l'avons obtenu, c'est-à-dire que les accusés, les principaux auteurs en tout cas, soient reconnus coupables des faits de crimes contre l'humanité, et également que la conscience de partie civile de ces victimes, de ces nombreuses victimes, ait été reçue et en tout cas les réparations données. Pour la première fois, la justice guinéenne a jugé un ancien président, en l'occurrence Dadis Camara. Est-ce que la justice guinéenne ressort grandie de ce procès aujourd'hui ? Oui, la justice guinéenne est également, on peut dire, la justice africaine, parce que pas seulement en Guinée, mais même ailleurs en Afrique, c'est rare de voir ce type de procès se tenir. Ce type de procès se tenir également avec le respect des droits de toutes les parties, des victimes, également des accusés. Pour nous, c'est une grande victoire. Il y a quelques années en arrière, personne n'aurait parié que ce procès allait se tenir. Personne n'allait se parier que ce procès allait pu être tenu par des magistrats guinéens. Personne n'aurait pensé que la réqualification aurait pu être obtenue. Je pense que c'est à mettre à l'actif de la justice guinéenne et de ses acteurs, et qui marque également le fait que plus jamais personne ne sera considéré comme au-dessus des lois, et que la justice a clairement donné le signal pour dire qu'elle sera là toujours pour sanctionner les graves violations des droits de l'homme, les crimes les plus graves. Idrissa Traoré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat des parties civiles et secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme en Guinée. Merci beaucoup, Idrissa Traoré. On s'arrête au Soudan, plongé dans une guerre civile depuis 15 mois. Ce mercredi, le général Abdel Fattah al-Burhan a échappé à une attaque de drone. Le chef de l'armée se trouvait sur la base de Jibé dans l'est du pays pour assister à une cérémonie de remise de diplôme. L'armée soudanaise fait état de 5 morts. Le récit de Laurent Bestécher. En plein défilé de l'armée soudanaise dans une base militaire à l'est du pays, le bourdonnement d'un drone se fait entendre, provoquant un mouvement de panique, suivi d'une puissante explosion. L'armée a fait état de 5 morts, mais le général Abdel Fattah al-Burhan, qui était sur place au moment de l'attaque, en est ressorti indemne. Quelques heures plus tard, le commandant de l'armée soudanaise rendait visite aux blessés à l'hôpital sous les acclamations de la foule et affichait sa détermination à poursuivre la guerre contre les forces de soutien rapide, à qui il imputait la responsabilité de l'attaque. Nous ne battrons pas en retraite. Nous ne nous rendrons pas et nous ne négocierons avec aucune partie, quelle qu'elle soit. Rien ne nous fait peur, aucun drone ne nous fera peur jusqu'à notre mort. De son côté, le FSR nie pour l'instant toute responsabilité et attribue l'attaque à des groupes islamistes. Le Soudan est plongé depuis 15 mois dans une guerre civile opposant l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Daglo. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et toutes les tentatives de négociation ont pour l'instant échoué. Les États-Unis ont récemment convié l'armée et les paramilitaires à des pourparlers en août en vue d'un cessez-le-feu. Une invitation mal digérée par le général al-Burhan, dont les dernières déclarations semblent exclure toute solution diplomatique au conflit.
En République démocratique du Congo, la médiation angolaise a obtenu une première victoire. Le ministère des Affaires étrangères, qui fait office de médiateur, a annoncé qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali. Il débutera dimanche 4 août à minuit. Depuis 3 ans, un conflit dans le nord Kivu oppose l'armée congolaise et la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kimangola. C'est une nouvelle étape de franchie dans les négociations angolaises. Sur les photos officielles, on peut voir les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda assis autour de la même table. Alors à l'issue de ces discussions, un nouveau cessez-le-feu a été décidé. Il devrait entrer en vigueur à partir de dimanche 4 août dans la province du Nord Kivu. Alors reste à savoir si cette fois il sera respecté. Plusieurs cessez-le-feu avaient déjà été décrétés, mais ils n'ont jamais été respectés sur le terrain. Alors selon le médiateur angolais, Kinshasa s'est aussi engagé à rendre opérationnel un plan de neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres ont participé au génocide au Rwanda et qui appuie l'armée congolaise selon Kigali. Alors la reprise de ces discussions est un nouvel espoir pour tenter de sortir de ce conflit dans l'est du pays, nous a confié une source diplomatique. La situation humanitaire y est catastrophique. Plus de 3 millions de personnes ont fui les violences des affrontements selon les Nations Unies. L'embargo territorial sur les armes visant la Centrafrique a été levé mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il avait été imposé en 2013 après le début de la guerre civile, puis avait été modifié et reconduit en 2023. Cette levée d'embargo est qualifiée de victoire diplomatique par Bangui, qui dénonçait une sanction, je cite, injuste. On écoute à ce propos la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. La levée totale de l'embargo sur les armes en République centrafricaine est une décision importante, car elle marque un tournant historique et crucial pour la paix et la stabilité, non seulement en République centrafricaine, mais également dans la région de l'Afrique centrale. Cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple. En Côte d'Ivoire, on connaît le bilan officiel des victimes de l'opération de déguerpissement qui a eu lieu jeudi dernier dans le quartier d'Adjamé à Abidjan. 2 personnes sont décédées, a déclaré ce mercredi le porte-parole du RHDP parti au pouvoir. Durant l'opération de démolition, des échauffourées avaient opposé forces de l'ordre et habitants du quartier. Les explications de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Pas prévenus et pas indemnisés. La colère des habitants d'Adjamé continue plusieurs jours après les faits à s'afficher en une des médias ivoiriens. Alors, un protocole d'accord avait bien été trouvé en 2020 entre la chefferie et le gouvernement, mais avec le prédécesseur du chef actuel qui, lui, n'a jamais reconnu la légitimité de cet accord et qui avait relancé un processus de négociation. Les autorités ont décidé de ne pas attendre qu'elles aboutissent et de procéder directement à la destruction. Ils affirment néanmoins que l'argent pour les indemnisations est gardé sur un compte séquestre et qu'il est à disposition des habitants. Autre polémique, l'ampleur des destructions qui semble être plus importante que ce que le gouvernement avait annoncé initialement. Les agents techniques qui devaient donc mettre les marqueurs pour bien identifier les endroits qui devaient être déguerpis, etc., sous la pluie donc des jets de pierre, n'ont pas pu donc faire leur travail puisqu'ils ont dû donc aller se mettre en sécurité. Et c'est vrai qu'il peut arriver, peut-être qu'il est arrivé, que il y a eu un débordement. La route qui doit être construite doit permettre de rallier le 4e pont d'Abidjan, des routes et des ponts qui ont été érigés en symbole de développement sous le mandat d'Alassane Ouattara. C'est quand il s'agit de développer, on a besoin de déclarer d'utilité publique certaines zones. Et ça a toujours été le cas. Reste que les affrontements de la semaine dernière ont fait 2 morts parmi les habitants, a confirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, sans pour autant annoncer de gestes envers leurs familles. Allez, on termine en Libye. Connaissez-vous la gazelle leptocère d'Afrique du Nord? Si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait normal, car c'est une espèce en voie d'extinction, décimée notamment par la chasse abusive. Mais pour sauver ces gazelles, un groupe de bénévoles a eu l'idée de les réintroduire, une dizaine de gazelles, sur une île sanctuaire devenue une réserve naturelle. Le récit de Laurent Bestécher. Emmitouflées dans des draps blancs, ces jeunes gazelles effectuent une rare traversée en bateau pour atteindre l'île de Farwa, à l'ouest de la Libye.
Un sanctuaire où cette espèce menacée pourra s'épanouir à l'abri des chasseurs. Aujourd'hui, nous avons réintroduit 8 gazelles, dont un mâle et 7 femelles. Cette campagne vient d'une idée des jeunes de la ville de Zouara. Une fois relâchés, les jeunes antilopes se dégourdissent les jambes avant de disparaître dans la brousse. De petite taille et de couleur sable, la gazelle leptocère est en voie de disparition depuis 2016. Il n'en existe plus que quelques milliers à travers le monde. Une espèce menacée notamment par le braconnage. En Libye, certains profitent du chaos politique pour les chasser, souvent par simple plaisir. Afin d'éviter leur disparition, l'association Bessida a décidé de les réintroduire sur l'île de Farwa, déclarée réserve naturelle en 2012. Un premier groupe, relâché quelques semaines plus tôt, s'est déjà bien adapté à son nouvel environnement. Après la première réintroduction d'un groupe de gazelles, nous les avons suivies. Elles sont surveillées avec des jumelles et des drones et leur état est tout à fait normal. Elles trouvent suffisamment de nourriture. L'association mène également une campagne de reforestation de l'île et espère à terme en faire un refuge pour toutes sortes d'espèces protégées. Allez, on fait le point rapide sur les résultats des sélections africaines au JO. On commence par le handball avec le match nul 26 partout des Égyptiens face à la France concédé dans les dernières secondes. En football, les Zambiennes ont été surclassées dans le groupe B par l'Allemagne 4-1. Et enfin, dans le groupe C, le Nigeria a été battu par le Japon 3-1 et les deux équipes sont d'ores et déjà éliminées. C'est la fin de cette édition. Restez sur France 24, l'information continue.